La dispute France Culture. Et oui, c'est une dispute exceptionnelle que j'ai le plaisir d'animer ce soir. Est-ce vraiment une dispute en réalité? Nous verrons. Nous sommes en direct et en public de la bibliothèque François Mitterrand dans le cadre du festival La Bibliothèque Parlante et nous inaugurons une nuit spéciale Notre-Dame de Paris qui se poursuivra ensuite ici et à l'antenne avec des lectures et un feuilleton. Alors je vais présenter tout de suite les invités, mais vous ne m'en voudrez pas de commencer par le cœur de cette émission, la clé de voûte, le fondement, le manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, exceptionnellement exposé à quelques mètres de nos tables et qui sera manipulé et projeté en vidéo pour les chanceux qui sont en face de moi. Je précise que le manuscrit est accessible gratuitement sur le site Gallica pour tous les autres et que nous tâcherons de vous décrire ce qu'il se passe sur cette estrade. Alors autour de moi, Isabelle Lemann de Chermont, directrice du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France, Delvin Glaise, professeur de littérature française du 19e siècle à l'université de Grenoble, Adrien Goetz, historien de l'art et romancier, membre de l'Académie des Beaux-Arts, et l'ami François Angelier, pilier de la cathédrale France Culture et producteur de l'émission Mauvais Genre sur cette même antenne. Pour évoquer en une heure, pas facile, les folles histoires de ce roman qui réunit dans un Paris médiéval en proie aux forces obscures quelques-uns des personnages les plus fameux de la littérature française, le prêtre noir Frollo, l'écrivain sans le sou Gringoire, le beau Phébus, la bohémienne Esmeralda et bien sûr le bossu Quasimodo. Qu'ai-je d'autre ici-bas que du malheur? C'est la fête pour les autres, jamais pour moi. Va me la chercher. Maître, elle est si belle. Tant pis pour elle, tant pis pour moi. Est-ce ma faute si elle danse, si elle remue, si elle est vivante? Est-ce ma faute si ça existe, la beauté? Est-ce ma faute si elle me rend fou comme les autres? Va! Notre-Dame de Paris, immense roman, Victor Hugo l'a écrit entre juillet 1830 et février 1831. Il avait alors à peine 30 ans. La métaphore de l'œuvre cathédrale va probablement filer pendant toute cette émission, mais vous avez tous hâte, je pense, de toucher à la chair du livre, même si évidemment nous, moi par exemple, pauvre mortel, je ne peux pas le faire moi-même, je regrette. Isabelle Lemann de Chermont, vous faites partie des rares personnes à pouvoir le faire. Est-ce que peut-être vous pouvez nous décrire depuis la table où vous êtes le livre et le chemin par lequel il est arrivé jusqu'à nous? Je vais peut-être commencer par l'ouvrir, parce qu'effectivement, l'important, c'est de voir la matérialité de ce volume qui renferme l'intégralité des feuillets qui ont été écrits par Victor Hugo pour Notre-Dame de Paris. Ce volume est sorti de façon absolument exceptionnelle pour l'émission d'aujourd'hui, et je suis assez émue de le voir là, de pouvoir le feuilleter pour cette heure que nous allons passer ensemble. La spécificité de Victor Hugo, c'est qu'il a voulu, de façon absolument construite, conserver tous ses manuscrits. Et cela, depuis les débuts de sa création. Il les a conservés soigneusement, alors qu'à l'époque, soit on pouvait jeter, ce qu'il considérait comme l'étape précédant l'impression, soit on pouvait aussi les donner à d'autres. Enfin, des exemplaires truffés, lui, il les a soigneusement tous conservés. Il a réussi à les faire venir avec lui en exil, dans des circonstances difficiles et rocambolesques, c'est-à-dire le prix qu'il y attachait. Et il a voulu également en assurer le devenir en l'éléguant à la Bibliothèque nationale par un codicille à son testament du 31 août 1881, et je cite « Je donne tous mes manuscrits et tout ce qui sera trouvé, écrit ou dessiné par moi
à la Bibliothèque nationale de Paris, qui sera un jour la bibliothèque des États-Unis d'Europe. Alors, sans commenter sur la fin de cette citation, ce qui est intéressant, c'est de voir que Victor Hugo considère que son œuvre doit être transmise. Il y a peu d'exemples équivalents avant lui. Il y a peut-être les archives de Goethe, qui sont aujourd'hui conservées à Weimar, mais c'est vraiment un moment décisif où on considère que les manuscrits vont avoir leur importance. Et voilà pourquoi ces manuscrits sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. On va peut-être regarder la page du titre. Je vous laisse feuilleter le manuscrit et la trouver. Adrien Goetz, qu'est-ce que ça peut dire de l'écrivain, du jeune écrivain Victor Hugo, qui a à peine 30 ans, on le disait, au moment où il commence à rédiger Notre-Dame de Paris, cette idée qu'il va passer à la postérité, on doit conserver absolument tout ce qu'il écrit? Oui, mais il ne maîtrise rien à cette époque. C'est-à-dire qu'il est totalement débordé. Il a promis à son éditeur Gosselin un manuscrit qu'il n'a pas écrit. Il a de jeunes enfants qui habitent chez lui. Sa dernière fille née pendant le début de l'écriture, la petite Adèle. Il en fait d'ailleurs mention exactement voilà. la page qu'on a devant les yeux. Donc qui il est faut la page imaginer dans une maison très bruyante un écrivain qui voit arriver la Révolution, les journées de juillet 1830, qui s'interrompt après avoir écrit quelques pages, et ça on le voit très bien dans le manuscrit, il y a les premières pages et puis ensuite ça s'arrête, et après, il s'enferme, c'est-à-dire qu'il décide, comme il doit rendre le manuscrit à son éditeur, de mettre ses vêtements sous clé. Il garde son uniforme de garde nationale parce qu'il peut être mobilisé, et il le met en effet une fois pour assister au procès des ministres de Charles X. Et sinon, il est revêtu d'une sorte de robe de moine. C'est Adèle Hugo qui le raconte dans Victor Hugo par un témoin de sa vie, une robe qui l'habille du col jusqu'à l'orteil. Il ne sort plus et tous les jours, il écrit ses pages. Alors c'est très émouvant de voir ce manuscrit avec nous parce que on suit véritablement au jour le jour. Il y a les dates. Donc on peut suivre, comme si on se penchait par-dessus son épaule, la rédaction de ce travail. On le voit raturé, on le voit de temps en temps faire un petit dessin. Alors je ne sais pas s'il a tout de suite conscience qu'il est celui qui lèguera ses manuscrits à la future bibliothèque des États-Unis d'Europe, l'acte fondateur du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, mais c'est un bourreau de travail, voilà, qui a fait des fiches. On les a à la fin d'ailleurs, je ne sais pas si on les verra tout à l'heure. Il a accumulé des notes. On va parler de la documentation. Voilà, il est allé lui-même en bibliothèque. Le manuscrit arrive à la bibliothèque, mais tout est parti aussi de ses lectures de l'histoire de Paris, de Sauval, du XVIIe siècle, de lectures moins avouables, la biographie universelle de Michaud. Alors il note des noms qui sonnent, des noms qui lui paraissent éclatants, qu'il va reprendre ensuite dans le livre sous forme de cascade onomastique, où il se glisse lui-même d'ailleurs, puisqu'il y a un Hugo de Besançon qui apparaît, qui a occupé la cellule de Frollo. Donc tout ça est fascinant et on le voit là vraiment au travail dans le manuscrit. François Angelier, il y a quelque chose qui vous frappe. J'imagine que c'est la première fois, comme moi, que vous le voyez, ce manuscrit. Oui, certes, c'est la première fois que je vois physiquement ce manuscrit et que là, je peux le voir d'aussi près. Cela dit, merci à Gallica de rendre possible pour la planète Terre entière, puisque c'est accessible sur Internet, ce manuscrit avec capacité de grossir les feuilles. C'est vraiment un travail extraordinaire. Non, moi, ce qui me fascine, c'est l'absence totale de rature au sens, je veux dire, le texte semble pas couler, mais être fusé. Le texte semble fusé avec une énergie, une décision, une vision, une clarté de construction terrible, puisqu'on est habitué effectivement aux épreuves de Balzac, de Proust, qui sont corrigées, surcorrigées, on sent une espèce d'effort créateur, un arrachement, une remise en cause. Là, pas du tout. C'est le journal de bord d'un visionnaire. Il a dans sa tête un fichier énorme dont on vient... Adrien Goetz vous a cité au moins les éléments essentiels, et tout ça est broyé, et ça donne ce roman qui part sur la page. C'est très impressionnant de décision. C'est d'ailleurs assez frappant, peut-être si vous pouvez nous montrer la première page du chapitre 1, ce chapitre qui s'appelle La Grande Salle. On est au palais de justice, dans un brouhaha immense. L'écrivain Pierre Gringoire va donner son premier mystère. Il y a un nombre de personnages qui circulent assez impressionnant. C'est une scène de foule, comme il va y en avoir beaucoup dans le roman. Et quand on le voit à l'écran, là, juste devant moi, c'est d'une netteté assez impressionnante. Isabelle Lemann de Chermont.
sur la façon dont Le début, c'est... il travaille sur cette page. C'est une façon c'est une façon qui est relativement courante quand même dans les pratiques d'écriture de l'époque, qui est de plier sa feuille en deux pour la marquer au début, écrire dans la partie droite, et grâce à ça de bénéficier de beaucoup d'espace pour faire des corrections éventuelles. Quand il faut reprendre, il faut revenir en arrière. Alors ce qui permet de faire des corrections, c'est l'espace entre les lignes, d'où quelques ajouts interlinéaires, comme on voit ici, ou encore des notes sur le côté. Ce qui est frappant, c'est la lisibilité d'écriture de Victor Hugo. C'est écrit effectivement dans un jaillissement, ça c'est indubitable, ne serait-ce que pour le temps extrêmement court dans lequel ce manuscrit a été écrit. Mais le tour de force, et Victor Hugo en est fort fier, il l'écrit au début, c'est que il a pu donner ce manuscrit autographe écrit par lui à l'imprimeur, donc au compositeur, pour que les typographes saisissent à partir de son manuscrit. Il n'a pas besoin de passer par un copiste. Et le passage chez l'imprimeur et le travail des typographes, on peut le suivre quasiment jour par jour, puisqu'on voit ici marqué à chaque fois le nom du typographe qui a composé pour la première édition en 1831 chez Gosselin. Oui, biffé, en gros, on voit je me demandais d'ailleurs vraiment à quoi ça correspondait, d'autant qu'il y en a un qui s'appelle le Bossu, ou Bossu, ce qui est quand même assez étonnant comme coïncidence. Et qui revient fréquemment, le Bossu. On aura l'occasion de le retrouver. Il a bien travaillé. En feuilleton. Les titres de chapitres paraissent d'une encre un peu plus pâle. Moi, j'ai l'impression qu'il les ajoute. C'est un génie des titres de chapitres, Victor Hugo. Et on le voit très bien ici. Delphine Glaise, vous qui avez une pratique, j'imagine, d'autres manuscrits, et notamment d'autres manuscrits de Victor Hugo, de romans plus de sa maturité, comment est-ce que vous la voyez, cette écriture, cette graphie et cette manière d'écrire au moment de Notre-Dame de Paris ? Il était question tout à l'heure justement d'énergie d'écriture. Hugo avait pour consigne, enfin il avait noté ça comme un conseil adressé aux jeunes écrivains, raturez dans votre tête. Voilà. Donc ça explique en partie la netteté parfois de ces manuscrits. Et puis aussi le fait que ce soit quelqu'un qui travaille synthétiquement, donc qui pense les choses à un moment donné, qui les pense par fragments, par archipels dans ses carnets. C'est assez frappant. En fait, il y a des essais d'écriture comme ça. Et puis ensuite, il y a une coulée qui est celle de l'écriture romanesque à proprement parler. Notre-Dame, c'est un roman gothique. On sait que Victor Hugo, vous le disiez, Adrien Goetz a fait un travail de documentation sur le Moyen-Âge tel qu'il l'imaginait à l'époque. En l'occurrence, c'est le Paris de 1482, parce qu'on n'a pas précisé, mais le titre original, en fait, c'est Notre-Dame de Paris 1482. Là, on va peut-être pouvoir voir ces notes, voilà, à la fin du livre, qui sont là nettement plus anarchiques. Il n'a pas du tout écrit sur le même type de papier. On voit qu'il a utilisé tout ce qui lui passait sous la main, des papiers administratifs, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut peut-être décrire, Isabelle Lemann de Chermont, cette pratique-là, la pratique, ce qu'on appelle le reliquat, la matière documentaire du roman ? C'est Victor Hugo qui a souhaité conserver une partie de petits documents qui l'ont aidé à écrire Notre-Dame de Paris. Et c'est rassemblé avec le manuscrit. On a le même type de reliquat conservé par Victor Hugo pour les travailleurs de la mer ou pour Ruy Blas, par exemple. C'est quand même, donc là aussi, il veut montrer. Il y en a certainement qu'une toute petite partie de ce qui s'est servi, de ce dont il s'est servi, qui est conservé. Et on voit que ces papiers sont de nature extrêmement diverse par leur format. Soit c'est du papier récupéré, soit de la couverture, des couvertures cartonnées, quelquefois des fragments de papier journal. Et ce qui est écrit dessus est aussi de nature extrêmement. Il y a une page de dictionnaire que la page de dictionnaire. Alors la page du dictionnaire qu'on cherche à identifier. Il a déchiré la page avec le mot ananké. On va y toutes les revenir à définitions du mot, ce mot sur lequel il a fait ce livre. En dehors du dictionnaire, quel type de documentation il a utilisé, Adrien Goetz, pour se renseigner sur ce Paris médiéval ? Alors on a regardé tout ça avec Bénédicte Anderson, avec laquelle on a fait l'édition en folio. Moi j'ai préfacé, et Bénédicte Anderson a fait le dossier critique, les notes, elle est allée rechercher les sources. En réalité, elles sont assez limitées. Il y a l'histoire de Louis XI de Philippe de Comines, il y a le livre de Sauval dont je parlais tout à l'heure, il y a un vieux plan de Paris qu'il recopie. Il y a dans le manuscrit un dessin au crayon qui montre un plan de Paris. Et finalement, il va piquer quelques notations
qui font couleur locale, qui produisent une sonorité d'époque. Mais c'est pas véritablement une enquête. Il fait pas, vous venez de le dire, le roman des bâtisseurs. Il n'est pas en train de nous raconter une cathédrale du XIIe ou du XIIIe siècle. C'est Notre-Dame de Paris 1482, c'est-à-dire une cathédrale devenue incompréhensible, inintelligible. Les personnages qui sont devant le grand portail s'interrogent parce qu'ils ne comprennent plus le sens des statues, un peu comme elle est au temps de Victor Hugo, où cette cathédrale très abîmée, très fracassée par l'histoire, n'a pas encore retrouvé la signification qu'elle va prendre grâce à Viollet-le-Duc et aux architectes restaurateurs qui sortent du roman de Hugo. Donc c'est une cathédrale mystérieuse, sombre, qui n'est pas tellement décrite dans le roman, mais qui est enrichie de quelques fragments qui sont ces détails, comme s'il ajoutait des gargouilles et des sculptures. Il n'y a plus de gargouilles à l'époque à Notre-Dame. Le cardinal de Noailles les a remplacés par des tubes en cuivre qui sont bien mieux pour l'écoulement de la pluie. Et donc tout ça, il y a une part de réinvention. Et d'ailleurs, il y a une page, je ne sais pas si Isabelle va nous la montrer, où il dessine la façade de Notre-Dame, et il la dessine, c'est un petit croquis marginal, très émouvant, parce qu'elle dit tout de ce livre qui sauve le monument, de ce livre qui est là pour restaurer par l'écrit Notre-Dame de Paris. C'est la façade, mais il ajoute la flèche. Très petite, très petite. Dans une encre très pâle, il esquisse la flèche. Et ça, c'est passionnant parce que cette flèche, elle n'existe plus. Elle a été démontée à la fin du XVIIIe siècle et quand il écrit son roman, Notre-Dame n'a pas de flèche. Et la question se pose déjà. Voilà. Et pour lui, Notre-Dame retrouve son sens grâce à cette flèche qu'il imagine et que Viollet-le-Duc restitue ensuite dans son grand chantier, cette flèche que nous avons vue brûler de nos propres yeux, ce qui nous a tous bouleversés. François Angelier, à quoi il ressemble le Moyen-Âge ce Moyen-Âge semi-documenté, semi-fantasmé de Victor Hugo ? Justement, vous venez de le dire, c'est un Moyen-Âge semi-fantasmé. Il a voulu restaurer dans sa puissance et sa vérité un monument qui effectivement était un peu désaffecté et qui avait un peu perdu sa mythologie et sa dimension mémorielle. Donc il en fait quelque chose qui est entre le grand décor de théâtre romantique et le château de la littérature gothique. C'est-à-dire que moi j'ai été surpris en relisant le roman de voir à quel point ça n'est pas la défense et illustration du catholicisme français au travers de son monument le plus célèbre. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'empare de Notre-Dame et il lui fait jouer un rôle qui à la fois la ressuscite et en même temps en fait un objet fantastique. C'est ça qui est très éloigné. Donc ce Moyen-Âge, c'est celui-là. C'est pas du tout le Moyen-Âge, c'est pas claudélien. On entendait Alain Cuny dans le film de Delannoy, dans le rôle de Frollo, avec sa voix inimitable. C'est pas Pierre de Craon dans l'annonce faite à Marie, il aurait pu mettre en scène, Hugo, la geste des bâtisseurs, des architectes, le mystère des chiffres, les tailleurs de pierre et tout ça, une espèce de grande exaltation de l'acte artisanal et architectural. Pas du tout. La cathédrale n'apparaît jamais comme un objet vu en plan large. Elle est toujours vue par des petits secteurs, enfin, sauf à la fin, au moment de l'assaut des ribauds, là, des gueux. Mais sinon, il y a le cabinet, il y a la salle des cloches, il y a le cabinet alchimique de Frollo, il y a certains endroits. Donc, il en fait une sorte de château gothique dont il tente justement d'historiciser avec les vertus du catholicisme. On parlera de sa valeur symbolique. En tout cas, Notre-Dame, elle a aussi une valeur littéraire presque de l'ordre de la narratologie. C'est aussi un point de vue. Ça m'a frappé en relisant Notre-Dame à quel point tout était vu très artificiellement depuis les tours de Notre-Dame, quasiment de manière magique. On peut accéder à l'intérieur des bâtisses aux alentours. Delphine Glaise, elle aurait quelle fonction de ce point de vue narratif, Notre-Dame, dans le roman de Victor Hugo ? Elle en a plusieurs et on pourrait dire aussi que il y a différents modèles qui sont convoqués par Hugo pour écrire son roman. On évoquait tout à l'heure l'ambiance gothique. Effectivement, il y a cette ambiance sombre des bâtiments, de l'architecture telle qu'elle est nourrie par le roman noir britannique.
Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement théâtral et scénographique dans la manière dont Hugo, qui écrit aussi à ce moment-là des pièces de théâtre, fait jouer cette cathédrale. Il y a son parvis, donc il y a ses tours, et donc vous parliez des points de vue. Certes, il y a ce point de vue panoramique, donc des tours de Notre-Dame, mais on a aussi plein de points de vue différents, un peu côté cour, côté jardin, et voilà, c'est ces effets de circulation-là qui sont intéressants et qui, à mon avis, ont une dimension très théâtrale. Adrien Goetz, est-ce qu'on a trace de visite de Victor Hugo à ce moment-là à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Oui, on a un récit, il dit qu'effectivement, il voyait comme des fourmis en bas. Il est monté sur les tours. Il n'a peut-être pas fait tant de visites que ça, mais il a eu l'idée géniale de ce chapitre qui s'intitule « Paris à vol d'oiseau », où c'est le Paris de 1482, mais il y a des incursions du présent, puisqu'il voit aussi des monuments qu'il va critiquer. Il critique l'architecture de son temps, les tours de Saint-Sulpice, l'apparence de la Madeleine. Bon, c'est un panorama transhistorique. France Culture. La dispute. Il y a quelques années qu'en visitant, ou pour mieux dire en furetant Notre-Dame, l'auteur de ce livre trouva dans un recoin obscur de l'une des tours ce mot gravé à la main sur le mur. Ces majuscules grecques frappèrent vivement l'auteur. Il chercha à deviner quelle pouvait être l'âme en peine qui n'avait pas voulu quitter ce monde sans laisser ce stigmate de crime ou de malheur au front de la vieille église. Le mot que ne dit pas le narrateur dans le film de Jean Delannoy, peut-être parce qu'il ne parle pas le grec ancien finalement, moi non plus, c'est Ananké, inscrit par Victor Hugo au seuil du roman. On le voit ici à l'écran sur une des premières pages du manuscrit, en lettres assez irrégulières, bon, pourrait-on dire, mais assez visibles. Je vous laisse commenter ce mot, Isabelle Lemann de Chermont, vous qui l'avez juste sous les yeux. Vous ne parlez pas grec ancien, je ne vais pas vous croire. Il y a le état final qui est, c'est Jean-Marc Auvace qui a été le premier à le remarquer dans sa biographie formidable de Victor Hugo, qui fait le H de Hugo. Et c'est la lettre grecque, c'est le état de Ananké, mais c'est aussi une forme de signature qui ressemble étrangement à la façade de la cathédrale avec ses deux tours. Ça, c'est très frappant. Il s'inscrit lui-même dès le premier mot qu'on va retrouver sous le badigeon. Ça, c'est la terreur du 19e siècle. Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, dit qu'il faut tonner contre le badigeon quand le clergé veut que les églises soient bien propres. Alors, on badigeonne le Moyen-Âge pour que ce soit blanc. Et donc, il faut aller chercher sous le badigeon le passé. C'est vraiment la démarche archéologique du romancier. Et c'est peut-être la démarche que font ceux qui étudient le manuscrit, comme Isabelle ici, qui va chercher une forme de palimpseste. Elle va retrouver les sources du texte, elle va regarder ce qu'il y a sous le texte, ce qu'on a la chance de faire ensemble ce soir. Et apparemment, il est dit que des lecteurs de Victor Hugo ont continué, malgré l'avertissement même de Victor Hugo qui dit que ça n'existe plus, à chercher, à fureter dans les coins de la cathédrale pour essayer de trouver ce fameux mot de fatalité. C'est quoi, Delphine Glaise, la fatalité dans le roman de Victor Hugo? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est un personnage? On l'a beaucoup, évidemment, assimilé presque à celui qui l'écrit, Frollo. C'est à la fois une idée et en même temps c'est une matérialité. Il y a quelque chose de plastique qui était très bien commenté tout à l'heure. Et on pourrait dire aussi qu'il y a une proximité là qui n'est pas simplement graphique, qui est phonétique, avec un autre mot qui est arachné. Et donc l'araignée dans le texte, elle est aussi très présente. Frollo la voit dans sa toile, justement dans cette lucarne qu'elle tapisse. Et ça sert d'allégorie justement à la fatalité. La petite mouche qui est prise dans la toile, donc qui est la proie finalement de l'araignée.
c'est le symbole de cette fatalité qui va s'abattre dans le roman. Donc c'est à la fois quelque chose de très plastique. Hugo aime l'araignée, il le dit dans les Contemplations. J'aime l'araignée, j'aime leur type parce qu'on les hait. Donc il aime cette araignée pour son symbole, mais aussi pour sa forme, sa forme radiale, qui est celle de la rosace, qui est celle justement de la toile d'araignée, qui est celle, si on va beaucoup plus loin dans l'œuvre de Hugo, de la fameuse pieuvre des travailleurs de la mer, donc dans les magnifiques dessins que conserve la Bibliothèque nationale. Et puis l'araignée, enfin, c'est l'universel aragne, c'est Louis XI, c'est le roi qui est déguisé en abbé du bienheureux Martin, qui apparaît dans le roman, mais tard, parce que Hugo veut renouveler aussi Walter Scott. C'est pas un roman où Louis XI va jouer un rôle capital. Il passe comme une silhouette parce que les vrais héros, ce sont les gens du peuple. C'est ce peuple qui grouille devant la cathédrale et qui le met au premier plan alors que le roi arrive ensuite. Je lis la fin de ce préambule. L'homme qui a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé il y a plusieurs siècles du milieu des générations. Le mot s'est à son tour effacé du mur de l'Église. L'Église elle-même s'effacera bientôt peut-être de la terre. C'est sur ce mot qu'on a fait le livre. Quel sens il a ? Est-ce que c'est un frontispice, mais qui serait écrit avec des mots, Adrien Goetz ? Oui, puis on a senti quand même cette nuance anticléricale que vous souligniez à l'instant, qui a fait tiquer un peu Montalembert, le grand partisan du renouveau catholique dans ces années-là, quand il a dû faire le compte-rendu du roman de Victor Hugo. Hugo, avec le personnage de Frollo, avec le monde qui s'agite dans le clergé de Notre-Dame, fait une peinture assez terrible de l'Église. C'est aussi un roman qu'on peut lire comme ça. Il y a un esprit un peu voltairien, ce même esprit voltairien qui souffle sur Prosper Mérimée et d'une certaine façon aussi sur Viollet-le-Duc, qui continue de ne pas être très aimé par le clergé actuel parce que finalement l'architecture l'emporte sur la dimension divine chez Viollet-le-Duc. Delphine Glaise. Oui, pour aller dans ce sens-là, c'est un terme, Ananké, qui suit Hugo toute sa vie, qui est une obsession, et il écrit notamment donc, dans la préface des Travailleurs de la mer, ceci: un triple Ananké pèse sur nous, l'Ananké des dogmes, et ça, c'est Notre-Dame de Paris, l'Ananké des lois, et ça, c'est les Misérables, et l'Ananké des choses, ça, c'est les Travailleurs de la mer. Donc, en fait, il envisage l'ensemble des facettes de cette fatalité qui pèse sur l'humanité. On a commencé à en parler. Notre-Dame, c'est aussi un grand roman politique. Alors, on a tout dit, je crois, à son sujet. Grand roman du peuple, grand roman de la Révolution, grand roman anticlérical, on a commencé à en parler, grand roman chrétien, à l'inverse. Une chose est sûre, il s'inscrit dans une préoccupation très contemporaine pour Victor Hugo. Vous en parliez, Adrien Goetz, celle de la conservation du patrimoine. J'aimerais qu'on y passe peut-être un peu plus de temps. Il y a un chapitre qu'il a écrit à la fin, je crois, c'est un des derniers qu'il a écrit, qu'il a réinséré dans le livre 3 qui s'appelle « Paris à vol d'oiseau ». On va peut-être le voir à l'écran. En tout cas, j'en lis les premières lignes. Nous venons d'essayer de réparer pour le lecteur cette admirable église de Notre-Dame de Paris. Nous avons indiqué sommairement la plupart des beautés qu'elle avait au XVe siècle et qui lui manquent aujourd'hui, mais nous avons omis la principale, c'est la vue du Paris qu'on découvrait alors de ses tours. C'est engagé d'emblée d'un certain côté. Un roman engagé, vous avez parfaitement raison. C'est un roman à thèse particulièrement réussi. On a toujours tendance à dire que les romans à thèse sont des romans très lourds qu'il ne faut pas lire. Voilà le contre-exemple absolu. Il y a une thèse, celle qu'il avait déjà développée dans un court essai en 1825 intitulé « Guerre aux démolisseurs » qu'il publie à nouveau en 32 ou 33 dans la Revue des Deux Mondes, et qui est le grand plaidoyer en faveur de la défense du patrimoine en France après la Révolution, après toutes ces années où les monuments, pour l'essentiel religieux, ont été en déshérence, ont été souvent vandalisés. Et puis qu'on détruit, parce qu'il faut dire que là, on est bien avant Haussmann, mais il y a des travaux de reconstruction, il y a la de bande Paris noire, voilà. Et donc ce roman a aussi cette vocation de sauver non seulement Notre-Dame, mais aussi toutes les autres cathédrales, toutes les églises, et de redécouvrir un vrai Moyen-Âge. Un Moyen-Âge qui ne serait pas le Moyen-Âge du style troubadour des années 1810, le Moyen-Âge du sacre de Charles X. Voilà, il a assisté dans la nef avec Charles Nodier au sacre de Charles X, et c'était du carton-pâte. Et là, il veut montrer un vrai Moyen-Âge devenu compréhensible. On s'en aperçoit quand on va visiter au Petit Palais la magnifique exposition qui vient de commencer par
Paris romantique, et c'était pas prévu. Il y a une actualité de cette exposition incroyable, c'est que la grande salle centrale est consacrée à Notre-Dame de Paris comme pivot du Paris des romantiques. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui concerne, tout le mythe de la cathédrale qui s'édifie un peu avant Hugo, grâce à lui, et ensuite, la cathédrale avec ses tours et sa flèche, c'est le pivot du Paris des romantiques. Delphine Glaise. Oui, alors peut-être aussi pour inscrire Hugo dans son évolution, et son évolution à la fois idéologique et politique. Parce qu'on évoquait tout à l'heure la bande noire, on disait oui, Hugo progressiste, Hugo défenseur des monuments avec Notre-Dame de Paris, certes, mais c'est aussi le Hugo qui écrit une ode royaliste, donc la bande noire précisément, pour dénoncer, mais d'un point de vue monarchique quelques années plus tôt, la destruction par la Révolution des monuments de France. Donc ce qui est passionnant avec ce roman Notre-Dame de Paris, c'est qu'il décrit un bâtiment hybride, un bâtiment en évolution, en transformation historique, Notre-Dame, qui est une sorte de palimpseste de tous les styles, et c'est au miroir d'un auteur, Hugo, qui lui-même est en transformation, qui est lui-même hybride et qui évolue politiquement. Et il reste quand même malgré tout une trace politique de son ancrage dans le royalisme, malgré tout, je pense, dans ce roman. Hugo 1830 se souvient quand même un peu de Hugo 1820. Je regarde les mains d'Isabelle Lemann de Chermont qui feuillette le livre, le manuscrit. Non gantées, les mains. J'étais absolument persuadée qu'il fallait des gants pour manipuler ce type d'objet. Ah oui, alors les gants sont plutôt utilisés pour les objets. Et en tout cas, l'expérience que nous avons ici est assez longue au département des manuscrits. Donc avec des gants, on a moins de sensibilité tactile et du coup, on risque plus de déchirer les pages. C'est un matériau très fragile, le papier. En 1829, Victor Hugo vient d'écrire « Dernier jour d'un condamné à mort ». La lutte contre la peine capitale est un des grands sujets. Il l'éprouve encore dans Notre-Dame de Paris avec plusieurs scènes, des scènes de torture, des scènes d'emprisonnement et puis de mise à mort en place de grève, et notamment celle, on divulgage, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de la Esmeralda dans les dernières pages du roman, qui s'affiche ici. Je lis la phrase, finalement on la voit à peine. « Il y avait quelques peuples dans la place et beaucoup de soldats. Un homme traînait sur le pavé une chose blanche à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. » Adrien Goetz, comment Notre-Dame de Paris poursuit ce combat-là de Victor Hugo qui le poursuivra toute sa vie ? Vous avez commencé à divulgacher, alors on peut continuer. Ça se termine à Montfaucon. Il y a le monument symétrique, le gibet. Le gibet avec ses souterrains et la dernière scène avec le dernier mot qui est poussière. C'est le moment des noces de Quasimodo. C'est le titre du dernier chapitre entre Esmeralda et Quasimodo qui sont tous les deux sacrifiés. C'est des personnages extraordinaires. Ça, on l'a peut-être pas assez dit. Ça fait partie des grandes figures mythiques inventées par Hugo, dont tout le monde connaît quelque chose. C'est-à-dire que quand on a vu l'émotion qui a saisi la planète entière au moment de l'incendie de Notre-Dame, il est évident pour moi que tout le monde avait en tête, mais de la Californie à la Chine, tout le monde avait en tête Quasimodo, Esmeralda. Il a créé des figures qui sont universelles, alors sans doute parce qu'il y a eu le Walt Disney, comédie musicale, etc. Mais après tout, tant mieux. Il réinvente la cathédrale et il invente ce duo de la Belle et la Bête que Balzac lui avait un peu reproché, Quasimodo et Esmeralda, et puis les autres, Gringoire le poète, Phébus de Châteaupers, le beau cavalier qui fait l'avantageux, et Claude Frollo, l'intellectuel, celui qui a peur que l'imprimerie ne soit la fin de l'architecture dans ce chapitre qui est resté lui aussi très célèbre, cette digression, ceci tuera cela, parce qu'un des plaisirs de Notre-Dame de Paris, c'est de s'abandonner aux digressions, c'est de lire des chapitres que les éditions abrégées ont souvent envie de couper, mais qui sont le plaisir même de la lecture de ce roman. Sur ce statut, justement, de la digression, j'ai des souvenirs de digressions bien plus amples encore dans Les Misérables et puis dans Les Travailleurs de la mer. Delphine Glaise, comment on peut les voir dans le régime du récit général de Notre-Dame de Paris ? Les digressions, pour Hugo, elles ont différentes fonctions. Elles ont des fonctions symboliques ou discursives. C'est ce qui était dit là, par exemple, du chapitre
se situera cela. Et puis surtout, donc, elle résonne avec l'ensemble du texte. C'est-à-dire que ce qui est posé comme idée générale, par exemple ici, sur la protection la concurrence entre l'imprimé et l'architecture, rayonne ensuite dans tout le texte. Et non seulement dans tout le texte, mais parfois aussi d'un texte à l'autre. Et il y a comme ça une obsession, une manière de relire les textes. Hugo, par exemple, dans ses romans ultérieurs, revient ou fait écho à des choses qu'on trouve déjà dans Notre-Dame de Paris. Adrien Goetz, est-ce qu'on a une manière dans la génétique du texte dont justement ces digressions ont été écrites? Est-ce qu'elles ont été systématiquement écrites après coup, rajoutées? Justement pas. On peut le voir là, et Isabelle va nous le confirmer. Les chapitres qui sont digressifs sont là depuis le début. C'est pas du tout des pages interfoliées, c'est pas des descriptions qui auraient été comme des paperoles surimposées au manuscrit. Il les a en tête immédiatement. Et pour le coup, la grande marge à gauche, on le voit vraiment dans le manuscrit. Il a vraiment conçu son roman, y compris avec ces pages qu'on dirait aujourd'hui engagées ou militantes pour défendre la protection des monuments, pour décrire un Paris qui est fantasmatique et imaginaire. Tout ça est dans les pages du texte, y compris les chapitres que le premier éditeur Gosselin n'avait pas publiés pour que ça reste dans le volume de ce qu'il pouvait imprimer, et qui ensuite sont parus chez l'éditeur Randuel. Le manuscrit nous montre tout ça. Delphine Glaise. Oui, et peut-être pour revenir justement sur la fonction aussi pour le lecteur de la digression, ça crée la surprise parfois, ça fait aussi rêver, ça fait songer. On parlait tout à l'heure de la structure du manuscrit, de ces pages qui sont donc divisées à égale part entre l'écriture et la marge, puisque la marge occupe la moitié de la page. Il y a chez Hugo justement une valeur considérable qui est accordée à la marge, parce que c'est dans la marge qu'on consigne justement le rêve, le dialogue qu'on engage avec les choses. Il y a par exemple, si on pense au personnage de Monseigneur Myriel, l'évêque de Digne dans Les Misérables, eh bien, Hugo écrit que Myriel, quand il lit des textes, il met des choses en marge, et ces choses n'ont rien à voir avec ce qu'il est en train de lire. Mais en fait, si, ça a à voir, parce que c'est un dialogue beaucoup plus intime. Et donc la digression, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une manière de nous engager, nous, lecteurs, dans un dialogue avec le texte qui n'est pas simplement littéral. François Angelier. Oui, c'est là où Hugo échappe d'une façon assez claire au roman populaire, c'est-à-dire qu'on ne perdrait pas un temps équivalent dans un roman populaire, un roman feuilleton, comme pouvait en écrire à l'époque Eugène Sue, par exemple, avec des digressions on peut raconter l'histoire des personnages, on peut situer des épisodes, mais on ne peut pas s'arrêter pendant une dizaine de pages sur Paris à vol d'oiseau. Donc un peu que Balzac fera la même chose. C'est-à-dire que là, effectivement, il reste sur le même, fixé sur le même sujet, mais il élargit le cadre considérablement. Donc c'est un problème de cadre. Il élargit ou il concentre. Des fois, le cadre est restreint à des hyper gros plans. On voit par exemple le front de Frollo, où on voit la souffrance de Quasimodo, et des fois le cadre s'élargit, et là la caméra hugolienne avale littéralement tout le paysage, et ça devient absolument fabuleux, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, à aucun moment il ne perd son lecteur, il ne perd son sujet, il ne perd ses personnages. C'est-à-dire qu'on les retrouve immédiatement, dès qu'il veut, hop, il resserre le cadre, et tout de suite on les suit. Isabelle Lemann de Chermont cadrait, le monsieur qui filme le manuscrit cadrait sur un titre de chapitre. Vous parliez de l'importance des titres qui sont tous magnifiques en eux-mêmes. Quand est-ce qu'il les écrivait, Victor Hugo, ces titres-là? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est tout écrit après coup? Il y en a certains qui ont dû être remettre après coup, mais c'est plutôt vous qui... on a, surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans ce même manuscrit, on a les scénarios successifs, si j'ose dire, du manuscrit. Donc pour certains, on voit que les titres apparaissent très tôt, il y en a d'autres qui sont apparus plus tard, probablement. Delphine Glaise. Oui, bon là pour ce cas précis, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a chez Hugo justement un goût des titres, et puis un goût des titres aussi on parlait de romans populaires, c'est à la fois très savant Hugo,
donc voir par exemple le chapitre Ananke, et puis c'est à la fois aussi une manière de tourner les titres d'une manière accrocheuse, un peu comme des pitchs, donc à la manière des titres de romans populaires. Certains sont géniaux. Les inconvénients de suivre une jolie femme le soir dans les rues, chapitre suivant, suite des inconvénients, du danger de confier son secret à une chèvre. Vous savez, quand la chèvre savante écrit le nom de Phébus avec ses petites pattes et qu'Esmeralda est du coup démasquée et chassée. Donc tout ça est très amusant. La chèvre, on n'en a pas parlé. Des fenêtres qui donnent sur la rivière. Voilà, c'est magnifique. Ça nous fait rêver. Beaucoup de choses. Oui, oui. France Culture. La dispute. Il n'y a qu'un enregistrement. Vous remarquez que je ne vous ai pas imposé d'extrait de la comédie musicale de 98, mais je crois que François Angelier a prévu de nous chanter quelque chose à la fin. Dernière nouvelle. Non, ce qu'on entend là, c'est un extrait de La Esmeralda. C'est un petit opéra de Louise Bertin qui a été composé en 1836. C'est juste 4 ans seulement après la publication. Ce qui montre un succès d'emblée assez impressionnant. Adrien Goetz, comment on peut le mesurer peut-être à l'échelle de ce que sont les années 1830 et le milieu moi, littéraire? je veux dire un mot de Louise Bertin, parce qu'elle m'émeut beaucoup. Elle est la fille du monsieur Bertin peint par Ingres, et ce monsieur Bertin, plutôt corpulent, a une fille très frêle, très touchante, qui est handicapée, comme on ne dit pas encore à l'époque. Elle a des béquilles, et elle est très musicienne, elle est très cultivée et talentueuse. Victor Hugo écrit pour lui, ce qu'il n'a jamais fait pour personne, le livret de cet opéra, La Esmeralda. Donc il n'a jamais voulu écrire des vers pour qu'ils soient mis en musique. Là, il fait une exception pour cette Louise Bertin, qui est pour lui une véritable amie et qui est très douée. C'est-à-dire qu'elle a eu Berlioz comme professeur de musique. Il y a un seul enregistrement, bravo de l'avoir trouvé. Il y a d'autres musiques et d'autres compositions de Louise Bertin qu'on voudrait réentendre, parce que c'est de la très belle musique, ce qu'on vient d'entendre là. Et qu'est-ce que ça signifie qu'un tel opéra soit composé seulement quelques années après le roman de Victor Hugo ? Ça montre bien que dans le milieu littéraire de la famille Bertin est très important pour Hugo, et qu'au-delà de cela, il y a eu un succès populaire qui est passé par l'illustration, par l'image, par la musique. C'est le roman sans doute qui a été le plus illustré au XIXe siècle. Dans cette édition en folio que nous avons faite avec Bénédicte Anderson, on a mis beaucoup de gravures parce que c'est une cathédrale d'images. Il écrit au moment où l'invention de la lithographie, l'usage de la vignette dans la page de texte imprimé fait que le livre illustré connaît un véritable âge d'or, avec des reliures à la cathédrale. Le livre est un objet romantique, et Victor Hugo est devenu populaire aussi parce qu'il y avait des images, parce qu'il y a son ami Louis Boulanger qui peint des aquarelles où on voit Esmeralda et Quasimodo. Elles sont à l'exposition du Petit Palais sur Paris romantique. Donc c'est vraiment la construction d'un monde d'images. Et ce qui se passe ensuite au cinéma,
avec Jean Epstein, avec d'autres, ou la comédie musicale chère à François Angelier. C'est la suite de cette aventure. Les premiers photographes sont allés photographier Notre-Dame de Paris en se fixant comme Charles Nègre sur le Strige, qui a été reconstitué à l'époque de Viollet-le-Duc, en pensant à Quasimodo accoudé regardant Paris à vol d'oiseau. Je vais y revenir, mais je reviens sur cette réception, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est un roman à multiples digressions, ce n'est pas un roman à vocation, entre guillemets, populaire. Qu'est-ce que c'est la différence de la réception de Notre-Dame de Paris par rapport à, par exemple, un roman d'Eugène Sue, Delphine Glaise? Moi, je dirais pas que c'est pas un roman qui a vocation à être plus populaire ou plus élitiste. Je pense que Hugo, d'emblée, dès ses premiers romans, essaye de conjoindre les publics, de conjoindre les lectorats. Donc, il imagine justement des formes narratives qui peuvent à la fois s'adresser, et ça aussi c'est l'un des statuts de la digression, à la fois s'adresser à des lecteurs savants et à des lecteurs plus populaires. Quand on met justement un chapitre savant, une digression, on peut le sauter, voilà. Et on peut retrouver, vous le disiez très bien tout à l'heure, le fil du récit. Mais aussi on peut s'abîmer, s'approfondir dans cette lecture-là. Et le génie de Hugo, il le dit d'ailleurs sur un autre terrain, puisque c'est le terrain théâtral, dans la préface de Ruy Blas, il dit voilà, j'écris des pièces de théâtre pour un public qui est à la fois le peuple, le penseur, la femme. C'est-à-dire celui qui aime de l'action, des sentiments et des idées. Ben, il fait exactement ça dans ses romans. Donc je ne pense pas qu'il joue un public contre l'autre. Son génie, c'est justement d'arriver à creuser, enfin à fondre dans le même creuset tous ces publics-là. Adrien Goest, voilà, qui réhabilite les petites versions simplifiées pour les collégiens et les lycéens, finalement. Exactement, mais il s'inscrit aussi dans une forme de tradition de romans qui ont donné lieu à des images et qui ont été transformées en papier peint, en pendule, en assiette. Les exemples précédents, c'est Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre et évidemment Atala de Chateaubriand. Allez voir à la Vallée aux Loups, il y a une salle entière dans la maison de Chateaubriand de ce qu'on pourrait appeler, avec un petit anachronisme, les produits dérivés d'Atala. Mais les produits dérivés de Notre-Dame de Paris se continuent, ne se sont jamais interrompus jusqu'à aujourd'hui. François Angelier. C'est là où c'est totalement redoutable, puisqu'on parlait de l'image du peuple dans Notre-Dame de Paris. C'est effectivement la dimension populaire est importante, mais quel peuple? C'est pas le bon peuple de Paris, c'est pas le bon peuple de nos bons rois, c'est la marge, c'est l'underground, c'est les exclus, c'est les gueux. Enfin, il faut voir quand même Quasimodo, le destin qui nous est narré de Quasimodo, l'enfant enlevé par les gitans, ensuite retrouvé totalement comme ça défiguré. Enfin, il y a toute cette histoire. Esmeralda, c'est une égyptienne. Là aussi, on est au-delà de la marginalité, on est dans le soupçon permanent, dans l'exclusion. Et puis quant à la cour des miracles et aux gueux, aux ribots et à tous les croquants, on n'est véritablement pas dans le bon peuple de Paris. Moi, c'est ça qui me fascine chez Hugo, c'est la capacité qu'il a eue de populariser et en même temps d'associer à la figure quand même sacerdotale, architecturale, considérable de Notre-Dame de Paris, non pas des figures nobles, comme celui qui pourrait être le constructeur, le bon curé ou tout ça, mais des figures de marginaux absolus, c'est-à-dire de gens qui représentent pour la société de leur temps, 1482, l'ordure du monde. Je veux dire, c'est véritablement tout ce dont on ne veut pas. Il y a l'extraordinaire colloque des commères, des bigotes devant Notre-Dame de Paris à la découverte du corps de l'enfançon Quasimodo totalement comme ça tordu et tout ça. Les propos tenus sont extraordinaires. On a l'impression ça on pourrait très bien se trouver dans je sais pas moi, dans le sud des États-Unis dans les années 1910, où je veux dire, là c'est un concentré de racisme, de méchanceté et d'exclusion phénoménal. Et c'est cette figure-là qu'on associe à Notre-Dame de Paris. Là, il faut le faire quand même. Je veux dire, arriver à associer un monument pareil, une figure pareille, là, c'est totalement génial. Dans le principe même de la figure, et puis vous faisiez des gestes, François Angelier, on dirait que vous n'avez jamais fait de radio, mais les auditeurs ne peuvent pas vous voir. Vous mimez Quasimodo, je ne sais pas comment décrire ça. En tout cas, ce qui est passionnant dans Notre-Dame, c'est la manière dont le roman fait image, le rapport au spectacle qui s'inscrit. Dans le roman, on le sait, Victor Hugo dessinait aussi beaucoup, et notamment sur ses manuscrits. Le roman Notre-Dame de Paris, il est émaillé de quelques croquis. C'est à la marge, et c'est plutôt dans
dans les notes du reliquat. On en voit un petit peu là dans ce que nous montre Isabelle Lemann de Chermont sur le manuscrit. Comment vous décririez la texture de ces dessins ? Vous me regardez comme si je vous demandais... Non, les dessins, alors il y a des dessins de nature extrêmement différente. Les premiers qui sont passés à l'écran représentent des petites figurines extrêmement rudimentaires, voyez-vous, qui sont plutôt faites, on peut l'imaginer, pour son entourage familial, enfin pour de la récréation. Ça montre simplement la jubilation de dessin chez Victor Hugo. On sait aussi qu'il a fait des dessins absolument admirables, qui sont également conservés à la Bibliothèque nationale de France pour l'illustration d'un certain nombre de ses œuvres, comme Les Travailleurs de la mer, toutes ces images de châteaux, des châteaux allemands qu'on connaît. Et puis, d'autre part, eh bien, il y a des croquis qui vont servir dont on sent bien qu'ils vont servir qui lui viennent dans le cours de la rédaction de l'œuvre, et puis qui vont aussi... Alors, il faut le décrire celui-là quand même, parce qu'il est beau. C'est une sorte... Pardon ? Il faut le décrire celui-là, là, celui que vous montriez juste avant, une sorte de petit pantin qui tient des épées, des poignards très noirs, vraiment assez effrayant pour le coup. Je ne sais pas si c'était destiné à des enfants, mais c'était plutôt effrayant. Delphine Glaise, vous avez travaillé en particulier sur les croquis, sur les dessins de Victor Hugo dans ses œuvres. Quelle fonction ils ont pour lui, pour son écriture ? Alors, effectivement, c'est assez variable, mais là, dans le manuscrit, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très, très intéressants parce qu'on voit comment, justement, je parlais tout à l'heure de la marge et de cet espace de liberté qu'est la marge. Alors, il y a, là, on le voit à l'écran, certains croquis qui sont liés justement à des éléments d'architecture. Et puis, il y en a qui sont véritablement liés au pouvoir d'imagination, finalement, de l'écriture elle-même. Comme si, en marge, il s'agissait de dessiner ce que le texte va permettre de visualiser très fortement. Et donc, il y a plusieurs petits dessins qui vont dans ce sens-là. Là, on voit à l'écran, justement, une représentation. Alors, c'est une masse informe, quadrillée, hachurée, d'un trait hâtif. Donc, ça ressemble à une sorte de triangle ou de trapèze, oui. Une figure, une masse. Et cette masse, ça se trouve dans un des chapitres qui décrit la fameuse recluse de Notre-Dame de Paris, donc, qui se trouve dans le trou aux rats. Et donc ce personnage est décrit en parallèle avec une gravure de Goya. Voilà. Et donc c'est très intéressant de voir que sur la même page, il est question de cette gravure de Goya. Je cite, les spectres mi-partis d'ombre et de lumière, comme on en voit dans les rêves et dans l'œuvre extraordinaire de Goya. Et donc, le dessin, finalement, dit exactement la même chose. C'est une expérimentation plastique de ce que le texte invente. Voilà. Delphine Glaise, vous travaillez aussi sur la manière dont ces croquis-là s'articulent à une réception potentiellement cinématographique de l'œuvre de Victor Hugo. François Angelier, quel est le film, l'adaptation de Notre-Dame de Paris, peut-être, qui vous a marqué, que vous avez en tête quand vous relisez le roman ? La première, j'ai découverte, comme tout le monde, j'allais dire, en tout cas les gens de ma génération, c'est pas Walt Disney, le récent dessin animé ou la comédie musicale, c'est bien sûr Delannoy, 55, 56, je sais plus. C'est le film dont on a entendu les extraits. Film à l'époque où effectivement le cinéma populaire tente de se réapproprier Victor Hugo. Il y a eu Les Misérables de Gina Lollobrigida qui a envoyé un message bouleversé au moment de l'incendie qu'on a vu sur Twitter. Voilà, qui joue Esmeralda dans le film de Delannoy. Ça c'est le cinéma par lequel on a découvert le roman. Mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est bien sûr les films hollywoodiens, c'est-à-dire le film de Wallace Worsley, qui est un film muet de 26, et le film de William Dieterle, qui est un film de 39. Pourquoi ? Parce que là, on trouve les ancêtres de Elephant Man de David Lynch, des héros de John Carpenter, tout ça, c'est-à-dire les extraordinaires prestations à Quasimodo de Lon Chaney et de Charles Laughton, qui inventent le monstre, véritablement, la difformité cinématographique. Delphine Glaise. Oui, qui les invente effectivement dans des voies assez différentes. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des traditions d'adaptation, un peu comme dans l'illustration d'ailleurs, qui vont insister beaucoup sur le personnage d'Esmeralda. On parlait de Gina Lollobrigida tout à l'heure. Et puis il y en a d'autres qui se concentrent sur le personnage de Quasimodo. Et c'est vrai que l'interprétation de Lon Chaney, qu'on appelait donc l'homme aux 1000 visages, il a aussi fait le fantôme de l'opéra à la même époque. Donc il incarne comme ça ce côté fantastique, mélancolique, cette vision du paria Quasimodo de manière
extraordinaire. Je pense qu'on pourrait encore parler de beaucoup d'autres films, mais on arrive bientôt à la fin de l'émission. Adrien Goetz se passe peu de jours sans qu'on entende parler de ce qui doit être réparé de Notre-Dame de Paris après l'incendie. Vous en avez parlé à plusieurs reprises du 15 avril dernier. Vous venez de faire paraître chez Grasset un petit opus qui s'intitule Notre-Dame de l'Humanité, dont d'ailleurs les bénéfices iront à la Fondation du Patrimoine. En quelques mots, attention, vous avez 1 minute. Que faut-il faire ? Je crois qu'il faut reconnaître que Victor Hugo et Viollet-le-Duc ont marqué une page capitale de l'histoire du monument. Et que Notre-Dame de Paris, c'est le XIIe siècle, c'est le XIIIe, un peu le XIVe et le XVe, mais c'est aussi un chef-d'œuvre monumental du XIXe et que nous devons le respecter, le restaurer, que ne pas restaurer la flèche de Viollet-le-Duc telle qu'elle existait, telle qu'elle a été classée monument historique, ça serait un peu comme brûler le manuscrit du roman de Victor Hugo. Comment vous avez lu, relu les pages de Notre-Dame de Paris qu'on a beaucoup entendu et vu poster notamment sur les réseaux sociaux? Je pense qu'on est dans le moment d'une révolution des images tout à fait comparable au Ceci tuera cela. Il y a eu l'imprimerie, il y a eu le livre romantique dont on parlait à l'instant. Aujourd'hui, on est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et on a vu la démultiplication des images de Notre-Dame. On a vu une nouvelle incarnation dans les flammes d'une image qui a fasciné aussi. Il y avait une forme de spectacle terrifiant qui était la suite de cette histoire-là. Donc il faut espérer qu'aujourd'hui, ceci sauvera cela et que le roman de Victor Hugo tel que nous le lisons, tel que nous le défendons, va nous aider à retrouver Notre-Dame. Et on voit sur l'écran en face de nous ce petit croquis de Victor Hugo qui représente Notre-Dame de Paris. Ainsi s'achève cette émission spéciale Notre-Dame de Paris. Un grand merci à mes invités venus, et au public venus nombreux dans cette grande salle de la Bibliothèque nationale qui accueille un passionnant festival intitulé Bibliothèque parlante et qui va se poursuivre avec notamment, je crois, dans quelques heures, la projection sur les grandes tours du site François Mitterrand d'images et de gravures, vous en parliez Adrien Goetz, de la cathédrale Notre-Dame. Un grand merci aussi à Joséphine Dumoulin, Boris Pinault et Aïssatou Ndoye qui m'ont aidé à préparer l'émission. À la réalisation, c'est Alexandre Fougeron, à la technique Benjamin Perru, Bastien Varigo, à la coordination pour Radio France, Rémi Gouriou et pour la BNF, William Miconnet et Damien Taral.